Plaisir d'avoir avec nous Monsieur Daniel Lebègue cet après-midi. Je propose donc éventuellement de réagir à ces deux premières présentations et éventuellement d'en discuter ensemble pendant une demi-heure. Puis ensuite, on passera à la dernière présentation. Voilà, si vous le souhaitez. Merci pour votre invitation. Alors, je ne vais pas réagir directement, je vais entrer dans le sujet et dans le débat d'une autre manière, compte tenu de mon ancienneté. J'ai exercé mes premiers mandats d'administrateur il y a 30 ans. Donc, je voudrais faire devant vous, à partir de mon parcours personnel, un petit exercice de géologie. Géologie. Comment est-ce que l'éthique apparaît, émerge dans la gouvernance d'entreprise et de manière plus directe, comment est-ce qu'elle apparaît sur l'écran de l'administrateur. Alors, un mot peut-être de ce que j'appellerais la préhistoire de la gouvernance d'entreprise. Ce n'est pas très ancien. Pour moi, l'entrée dans la gouvernance d'entreprise contemporaine, c'est le rapport Cadbury au Royaume-Uni, 1992. Puis le code de gouvernance de l'OCDE, 2 ans après. Et en France, le code Viennot, la première version du code de gouvernance, 1997. Qu'est-ce qui se passe avant, sans développer le conseil d'administration, c'est le club des proches du président, qui en France est aussi le chef de l'exécutif dans la majorité des sociétés. Le club des proches, moi j'utilise une autre expression, le club des pairs, P-A-I-R-S. L'ambition de tout président, et vous avez parlé de la BNP, je l'ai vécu, c'est d'avoir un conseil prestigieux dans lequel viennent siéger des personnalités reconnues du monde des affaires, comme on dit, et qui donnent du prestige à la fois à l'entreprise et au président lui-même. On n'en attend pas grand-chose. Le conseil d'administration se réunit entre 2 et 4 fois par an. Il n'y a pas de comité du conseil. Il se réunit 1 heure ou 2. Il y a un déjeuner, toujours un déjeuner. Il y a une mission dans la loi. Il y en a une seule qui est impartie au conseil d'administration en France. Il doit arrêter les comptes. Arrêter les comptes. Et donc, on arrête les comptes en base annuelle ou parfois semestrielle. Voilà, c'est le moment où le Conseil se manifeste son utilité et le rôle qui est le sien. Il peut y avoir dans des réunions du Conseil, on évoque la stratégie, les grands projets d'investissement, des acquisitions possibles, mais pas toujours. Il m'est arrivé, comme administrateur à ce moment-là, de découvrir dans la presse qu'une société dont j'étais l'administrateur venait de procéder à une acquisition de première importance. Voilà. Et bon, j'avais appelé le président au téléphone, il m'a dit, mais bien sûr, on en parlera à la prochaine réunion du Conseil, dans 1 mois et demi. Bon, donc voilà. Alors, sur l'éthique, on est des années 80, au début des années 90. On ne parle jamais d'éthique dans les conseils. Jamais.
Il y a trois diagnostics qui font à peu près consensus parmi les dirigeants, les administrateurs. Premièrement, l'éthique, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire individuelle. Et évidemment, chacun doit se comporter de manière intègre, responsable, mais c'est entre lui et sa conscience. Deuxièmement, éthique et conformité. Bien évidemment, et ça c'est dans la culture française, et je le dis de manière positive, comme dirigeant d'entreprise, bien entendu, on se fait un devoir de respecter et d'appliquer les lois et les règlements. Conformité. Conformité. Pour le reste, faut-il aller au-delà de la conformité juridique, légale? Beaucoup de dirigeants, à ce moment-là, répondent par la négative. On doit simplement se conformer aux lois et règlements. Troisième débat, et il a lieu, il est organisé au niveau de la place, comme on dit. Dans le cadre de l'Association des grandes entreprises françaises, l'AFEP, qui est présidée à ce moment-là par un homme qui a un immense prestige, qui s'appelle Ambroise Roux. Ambroise Roux. Au début des années 90, Ambroise Roux organise une consultation des grandes entreprises, des grands patrons qu'il réunit au sein de l'AFEP sur le thème suivant: l'entreprise doit-elle être citoyenne? A-t-elle des responsabilités, des devoirs vis-à-vis de la société? Donc, il y a un débat de bonne loi, de bonne facture, et la conclusion est très claire. Non, l'entreprise n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la société. Elle est là pour produire des biens et des services de manière efficace et profitable pour ses actionnaires. Point. Donc, voilà le point de départ. En France et dans d'autres pays. Dans d'autres pays, là, me semble-t-il, le niveau de réflexion ou d'engagement sur le terrain de l'éthique n'est pas plus élevé, plus fort au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne. Bon. Alors, comment est-ce que l'éthique va émerger de manière progressive, par strates, par couches? Pour ça que je parlais de géologie. Quels sont les facteurs qui vont faire apparaître, puis monter en puissance, les enjeux éthiques, les questions éthiques sur l'agenda des conseils d'administration et de l'administrateur? Moi, je raconte mon expérience personnelle. La première fois qu'on a parlé de l'éthique, que j'ai parlé de l'éthique dans des conseils où j'étais, et à l'IFA, qu'on avait créé en 2003, le sujet dont on parlait, c'était la déontologie de l'administrateur. Dans les codes de gouvernance, à partir de Cadbury, Viennot, etc., apparaît cette notion importante, très importante, que l'administrateur, ou en tout cas certains administrateurs, doivent être indépendants vis-à-vis du management, des actionnaires et de la société. Et donc, ça, c'est une question qui vient dans les débats autour de la table du Conseil. Être indépendant, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que moi-même, je suis indépendant comme administrateur? Bien. C'est le moment où on commence à remplir une déclaration d'intérêt, et
Dès 2002, moi je recommande dans les conseils où je suis, je dis, mais rendons public, mettons en ligne nos déclarations d'intérêt, puisque le Code nous demande, pour la majorité d'entre nous en tout cas, d'être administrateur. Donc montrons, en publiant une déclaration d'intérêt, qu'on est indépendant. Et puis, il y a la question des conventions réglementées. Ça, c'est une obligation légale en France. Si vous avez un intérêt avec l'entreprise ou des dirigeants de l'entreprise d'une manière ou d'une autre, ben, il faut le déclarer, écrire une convention réglementée et la faire approuver par l'Assemblée générale des actionnaires. Ça, c'est la loi. C'est la loi. Donc, déclaration d'intérêt, indépendance, convention réglementée, et on se dit assez vite, dans le Conseil, il faut que l'un d'entre nous, plutôt un sage, un administrateur ancien et indépendant, fasse office de déontologue vis-à-vis de ses pairs. C'est celui qu'on va voir pour lui dire « Qu'est-ce que tu en penses ? On doit voter sur tel projet à la prochaine réunion. » Bon, il se trouve que je connais ce projet d'une autre manière, parce que je suis administrateur dans l'autre entreprise, par exemple. Qu'est-ce que tu me recommandes? Est-ce que je viens participer à la discussion? Est-ce que je vote ou je ne vote pas? Bien. Voilà. On commence à rencontrer, alors c'est pas, est-ce que c'est de l'éthique? En tout cas, c'est de la déontologie. C'est comme ça que pour la première fois dans les conseils, comme administrateur, je rencontre des questions d'ordre déontologique ou éthique. Deuxième temps, on est toujours au début des années 2000, la loi sur les nouvelles régulations économiques. La France est le premier pays dans le monde, le premier, à demander aux sociétés cotées de fournir une information dans son rapport annuel sur les aspects, on dit extra-financiers, l'impact de ce que fait l'entreprise sur l'environnement, la société, le capital humain, le territoire. 2002. C'est dans la loi. C'est dans la loi. Et donc, dans les conseils, on commence à se poser la question comment, dans notre rapport annuel, qui, je le rappelle, est un rapport du conseil d'administration. Ça, c'est la loi aussi. C'est le conseil qui endosse la responsabilité du rapport annuel. Comment va-t-on traduire cette obligation nouvelle qui résulte de la loi NRE? Au début, c'est... Bon, allez, je cite un exemple, mais je ne vais pas donner le nom de la société, un très beau groupe d'assurance, où je suis au conseil, et on doit, dans le rapport annuel, on arrive... qu'on examine, qu'on discute en conseil. Ça, dans les conseils, on commence à discuter du rapport annuel, du reporting. On arrive aux rubriques climat et biodiversité. Et dans le projet de rapport qui est mis sur la table, il y a SO, sans objet. Sans objet. Comme assureur, non. Mon activité, on ne voit pas la relation, le lien qu'elle peut avoir avec le climat et a fortiori la biodiversité, qui est un mot que l'on découvre. Bon, donc deuxième approche par le reporting. Il faut progressivement nourrir ce reporting RSE. Et dans la RSE, je vais y revenir, il y a évidemment une dimension éthique ou des enjeux éthiques dans la RSE. Je continue. Il y a ensuite le suivi des risques, qui est évidemment une mission importante du Conseil, et des comités d'audit, des comités de risque qui apparaissent au début des années 2000. Bien.
risques classiques, risques financiers, risques juridiques, etc. Et puis, on commence à voir apparaître sur l'écran des risques de réputation, pour l'essentiel. Évidemment, la crise financière 2007-2008 fait monter en puissance, si je puis dire, ce type de risque. Je vous signale au passage, parce que je viens de refaire les éditions, les banques américaines ont payé au titre des amendes et des pénalités financières qui leur ont été imposées principalement par le Department of Justice des États-Unis depuis 2008. On est au compteur à 280 milliards de dollars. 280 milliards de dollars. Pour de mauvaises pratiques, à des titres divers. Ça peut être du blanchiment, ça peut être des abus de marché, etc., etc. La Bank of America, elle seule, est à 40 milliards de dollars. Bon. Donc, quand ces risques non financiers, qui sont bien souvent des risques de réputation, donc des risques de caractère éthique, apparaissent sur l'écran, là, les administrateurs se disent « Mais attendez, on a un énorme sujet. On a un énorme sujet. Comment est-ce qu'on s'organise pour suivre, prévenir, gérer ce type de risque ?» Et puis, à peu près au même moment, beaucoup de sociétés décident de se doter d'une charte éthique ou d'un code éthique. C'est bien. C'est bien. Oui, on a une charte éthique, on affirme nos valeurs, et d'ailleurs c'est bien, je dis ça, oui, c'est bien de le faire. Et dans beaucoup de sociétés, pas toutes, le management se dit, mais affirmer les valeurs de l'entreprise, les grands principes d'action qui sont les siens, bien sûr, c'est le rôle du management, du numéro 1, du chef, de l'exécutif. Mais est-ce que ce n'est pas non plus la responsabilité et le rôle du board, du conseil d'administration? Parce que si on y réfléchit, qu'est-ce qui va porter dans la continuité l'entreprise, dans son identité, dans ses valeurs, dans son projet? C'est beaucoup plus le conseil que l'équipe dirigeante. Pourquoi? Parce que les équipes dirigeantes ont une vie relativement brève. Je rappelle que la durée moyenne du mandat du dirigeant exécutif, je n'ai pas regardé les chiffres 2015, mais la durée moyenne, on est à 3 ans et demi pour un directeur général de grande entreprise. 3 ans et demi. D'une certaine manière, le conseil, lui, il est éternel. Il est éternel. Il est collégial. Évidemment, les hommes et les femmes passent, mais le conseil est éternel. Et donc, il y a un moment où on dit la charte éthique, le code éthique, d'abord on va l'élaborer en commun, on va le co-signer, comité exécutif, conseil d'administration, et voilà, le conseil s'engage dans, oui, l'affirmation de ce qu'on estime être les grandes valeurs de l'entreprise. Et puis, mais je vais accélérer, surtout en France ou en Europe continentale, il y a toute l'école de pensée de la gouvernance partenariale qui monte en puissance. Et moi, je vous dis les choses telles que je les ressens, qui aujourd'hui a gagné la partie. Elle a gagné la partie. Il y a 15 ans, 20 ans, la majorité des administrateurs de sociétés vous auraient dit, nous, on est d'abord là pour défendre, promouvoir l'intérêt des actionnaires.
les grands actionnaires, mais aussi les autres. C'est ça notre mandat, le mandat qu'on a reçu. Aujourd'hui, bien évidemment, le mandat est toujours là, ça va de soi. D'ailleurs, c'est les actionnaires réunis en assemblée générale qui désignent les membres du Conseil. Mais la majorité des administrateurs vous diraient, oui, bien sûr, les intérêts des actionnaires, mais on a aussi à prendre en compte, on est comptable des intérêts des autres parties prenantes de l'entreprise, que sont les salariés, les fournisseurs, les partenaires publics, bref, tout l'écosystème de l'entreprise. Oui, le Conseil est de plus en plus attentif aux attentes et qu'expriment vis-à-vis de l'entreprise toutes ces parties prenantes. Voilà, ça c'est sans doute l'évolution la plus profonde, la plus lourde de sens. Alors, on arrive dans la période récente, il y a 2-3 ans, on commence à traduire ça dans l'organisation même des conseils et du travail des conseils. C'est-à-dire qu'on crée, on attribue à un comité du conseil l'éthique. C'est un comité RSE et éthique, un comité éthique et gouvernance. Il n'y en a pas encore dans toutes les grandes sociétés, mais dans la majorité d'entre elles, maintenant, on a un comité de ce type qui, alors, ce sont des comités techniques qui préparent le travail du Conseil, hein, ils n'ont pas d'autres responsabilités. Mais ça veut dire qu'au sein du Conseil, il y a un comité et un groupe d'administrateurs qui, de manière régulière, va regarder les grands sujets, les grands enjeux éthiques. Alors, je termine par là. Quand on parle d'enjeux éthiques, bon, d'abord, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Quelle définition peut-on donner de l'éthique appliquée au monde de l'entreprise dont je parle? Affirmer des valeurs qui vous guident dans votre action, dans votre stratégie, dans votre projet, affirmer des valeurs et, c'est ça le plus important, agir conformément aux valeurs qu'on affiche. Voilà. Si le crédit des hommes politiques en France et ailleurs est à peu près ruiné parce qu'on en est là, il y a un Européen sur 10 qui dit qu'il a de l'estime ou de la considération pour les responsables politiques, 1 sur 10. Et quand on essaie de comprendre, on peut dire oh, ils sont impuissants, ils n'ont plus de levier d'action dans les mains, mais fondamentalement, ce que les gens leur reprochent, c'est de faire tout autrement que ce qu'ils disent. Et ça, pour ruiner la crédibilité de tout responsable, évidemment, c'est la voie la plus courte. Donc, il est très important pour une entreprise, dès lors qu'elle affiche des valeurs, des principes d'action dans une charte éthique, dans un code éthique, qu'elle démontre dans ses politiques, dans ses actions, que ce qu'elle fait est exactement en ligne avec les valeurs qu'elle affiche. Les grands enjeux éthiques d'aujourd'hui, bon, je les énumère. Entreprise et droits de l'homme. Je n'avais jamais entendu parler de la question des droits de l'homme jusqu'en 2015 dans un conseil. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, il y a de tels enjeux en matière de droits de l'homme. Bon. La corruption, la prévention de la corruption, ou lutter contre la corruption. Les pratiques fiscales, sujet de pleine actualité, où sont les lignes jaunes, où sont les lignes rouges? Oui, on commence à parler de ce sujet dans les conseils.
On commence à en parler parce qu'il suffit d'ouvrir son journal, n'est-ce pas, pour se dire, bon, est-ce qu'on ne risque pas d'être mis en cause, montré du doigt? Bien. La question des chaînes de valeur, on a créé, c'est une évolution très lourde de sens. On a créé en France en particulier, pour nos grandes entreprises, un devoir de vigilance. Vigilance. Vous êtes comptable de ce que font à l'autre bout du monde vos fournisseurs et vos sous-traitants. La semaine dernière, je rencontrais le directeur RSE éthique du groupe Sanofi. Chez Sanofi, il y a 15 500 fournisseurs et sous-traitants dans le monde. Et la loi dit, vous êtes comptable de ce qu'ils font. C'est lourd, très lourd à porter. Et ça veut dire que, évidemment, l'entreprise doit s'organiser en conséquence, notamment se doter d'une capacité d'auditer des pratiques. Hein. Mais mes fournisseurs au Qatar ou au Bangladesh, comment travaillent-ils? Hein? Est-ce qu'ils font travailler des enfants? Ou des choses pires encore, si on peut imaginer des choses pires. Bon, donc voilà quelques-uns des grands enjeux d'aujourd'hui, qui sont des enjeux à l'évidence d'éthique. Pourquoi d'éthique? Dans bien des cas, on n'est plus dans le domaine de la conformité à la loi et au règlement. Quand une entreprise fait à haute dose de l'optimisation fiscale, bien souvent, elle est dans la légalité. D'ailleurs, s'il en était autrement, ça ferait longtemps que Apple et Google, leurs dirigeants, seraient en prison. Bon, mais il reste que, à l'échelle sur laquelle ils pratiquent ce sport indigne, même si c'est légal, ça ne va pas vis-à-vis de la société. Vis-à-vis de la société. Bon, donc, sur bien des questions que j'ai évoquées, les droits de l'homme, la corruption, la chaîne de valeur, les pratiques fiscales, on est au-delà du légal ou de l'illégal. Et on est obligé, dans son devoir de conformité, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant, compliance. Il faut être compliant, compliant avec des principes qui sont parfois non écrits, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il faut les respecter, parce que si on ne le fait pas, on risque d'être mis en cause gravement par les parties prenantes, par la société plus simplement. Voilà cet historique. Quand on fait ce retour en arrière, on se dit, n'est-ce pas Jean-Frédéric, le chemin qu'on a parcouru en 30 ans dans les pratiques de gouvernance d'entreprise, c'est quand même très impressionnant. Très impressionnant. Il reste beaucoup de choses à faire, mais quel chemin parcouru. Merci.